Nous allons évoquer la notion d'universel. Les maçons qui y font référence fréquemment n'en sont pas évidemment les inventeurs. On trouve la notion d'universel qui traverse la totalité de la pensée occidentale et même bien au-delà. Les Grecs y faisaient référence, les Latins le faisaient. Le judéo-christianisme y fait référence. Et je vais évoquer tout simplement, très brièvement, afin de caler nos représentations et nos visions, que nous ayons les mêmes bases pour démarrer cette réflexion avec Luc Ferry et André Comte-Sponville. Les penseurs des Lumières y font référence évidemment, qui répandent et enrichissent le thème au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où se trouve affirmée une exigence qui dépasse l'humanité et qui intéresse l'humanité entière. Et on ne saurait évoquer la notion d'universel sans évoquer évidemment la réflexion et l'apport d'Emmanuel Kant, qui est tout à fait décisif en la matière, car dans le cadre de sa réflexion sur la critique de la raison pratique et fondement de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant, dont de nombreux textes et de concepts ont inspiré l'approche maçonnique qui est la nôtre, se pose la question de savoir s'il existe une finalité absolue pour l'action humaine, un but indépassable, but et finalité tels qu'aucun argument, qu'il soit rationnel ou non, ne soit en mesure d'en contester l'importance, la dimension, la valeur. Et Emmanuel Kant ne voit cette fin absolue, cette finalité indépassable, que dans la personne humaine, être caractérisée par l'exercice de la raison, et dont l'existence, dit-il, est une fin en soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre. Fin de citation. Il en déduit un principe pratique que les maçons connaissent et qu'ils ont vu dans de nombreux écrits, et qui constitue une des maximes de l'impératif catégorique, sans doute la maxime la plus connue: agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Et il accompagne cette première maxime d'une autre que l'on connaît également: agis comme si la maxime de ton action, c'est-à-dire le principe subjectif qui va la guider, agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Voilà un rendez-vous avec l'universel incontestable, clair et quasi définitif. Ceci fait que le concept d'universel aujourd'hui, dans le sens contemporain généralement admis, à la suite de cette réflexion, exprime la capacité pour une personne ou pour un groupe, à s'arracher ou renoncer au moins partiellement à tous les particularismes individuels, communautaires, ethniques, culturels, religieux, qui même lorsqu'ils restent préservés comme vecteurs d'identité, n'en constituent pas la valeur unique, exclusive ou dominante. Or, et c'est là que nous touchons au cœur de notre débat, sur lequel nous allons entendre M. Ferry et M. Comte-Sponville, ce concept d'universel est aujourd'hui très contesté. On pourrait même considérer qu'il est un concept en voie de disparition. Pourquoi ? Parce qu'entre autres choses, nous vivons une période, à tort ou à raison, de contestation globale des valeurs de la culture ou de la civilisation occidentale, ça dépend du lieu où on se place, par des civilisations ou des cultures fondées sur d'autres références. Cette contestation porte sur la question de l'universel, mais lorsqu'on observe et lorsqu'on rentre dans les détails, le dépliement de ces concepts, on s'aperçoit que c'est d'un universel politique et de contrainte qu'il s'agit, ou d'oppression telle qu'il a pu être porté par une civilisation à un moment déterminé de son histoire. Et je fais référence, en le disant, à l'ouvrage que vous avez co-signé, qui est La sagesse des modernes, où cette question de l'universel est évoquée. Le problème réside en effet aujourd'hui dans le fait que cette conception d'un universel que l'Occident a sans doute voulu imposer au monde, et pour lequel toutes les civilisations devaient s'aligner sur le modèle présenté comme indépassable du progrès occidental, a été exécré à tort ou à raison comme le modèle d'une civilisation déterminée,
par un espace-temps particulier et se présentant fallacieusement comme le seul modèle d'humanité possible, abusant de sa puissance, ne respectant pas la diversité d'expression des cultures auxquelles elle refusait même la possibilité de construire, préserver ou affirmer, déployer leur propre et véritable identité. Ce rejet qui s'est opéré au profit d'une affirmation initialement salutaire des différences et des particularismes nécessaires à la construction de l'identité de chaque culture se trouve néanmoins, comme par une sorte de ruse de la raison historique, réduite aujourd'hui à une répétition obsessionnelle, ressassée, récurrente et permanente de ces différences et de ces particularismes présentés comme autant de modèles incontournables. Alors ça peut aller très loin, et ceux qui ont lu l'ouvrage de Samuel Huntington, qui est décédé il y a quelque temps, Le clash des civilisations, ont pu lire quelque chose de ce type. Alors les questions que nous vous posons, messieurs, sont les suivantes. Entre le clash réel ou supposé des civilisations, tel que je l'évoquais à l'instant, de Samuel Huntington, et le discours récurrent et parfois lénifiant sur la nécessité d'un dialogue des cultures. Entre la fin supposée de l'histoire, telle qu'elle a été exprimée dans la thèse de Francis Fukuyama, et la réalité d'une accélération des violences, entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'universelle revendication des droits de chaque être humain singulier, entre la mondialisation par l'économie, fiction du village global, et l'explosion par les cultures de particularismes de toutes sortes, entre l'uniformité revendiquée des formes idéologiques et le relativisme des valeurs, évoqué par Max Weber, entre l'idéal kantien de paix perpétuelle et les images que nous infligent tous les soirs les informations du 20h, la question est la suivante. Existe-t-il aujourd'hui encore des valeurs vraiment universelles, et je souligne vraiment universelles, ou ne s'agit-il que d'une fiction idéologique qui est manifestement mise à mal? Fiction idéologique qui a été produite pour légitimer la domination occidentale des 18, 19e et 20e siècles. Si ces valeurs universelles existent, alors comment les activer? Car on a le sentiment qu'elles sont un peu désactivées. Et si elles n'existaient pas, ce qui est une autre possibilité, comment pourrait-on imaginer, concevoir et idéalement mettre en œuvre des valeurs qui ne seraient peut-être pas universelles, mais qui seraient à concevoir comme universalisables et sur lesquelles les êtres humains pourraient trouver un accord? Et c'est à M. Comte-Sponville qu'il reviendra le premier de traiter cet aspect des questions. Merci.